Bonjour à toutes et à tous. On va continuer donc les vidéos sur le 8e CM de géographie de la population, sur population et migration, en se posant la question des causes des migrations. Donc l'idée c'est d'essayer de comprendre un petit peu ce qui explique cette augmentation, faible mais constante, des migrations, notamment internationales. Et on va s'appuyer un petit peu sur les modèles théoriques pour les expliquer, parce que on va dire, ces théories, elles s'intéressent à l'explication du processus de décision. Parce qu'une décision de migration, c'est un peu multifactoriel, c'est pas un seul truc. Et donc, comme ça ne peut pas se catégoriser facilement, voilà, j'ai cherché à avoir des axes d'analyse un peu généraux et qui catégorisent pas trop quelque chose qui, en fait, prend en compte plusieurs aspects. Donc, du point de vue vraiment de la théorie, on a le modèle push and pull, qui a été synthétisé par Everett Lee en 1966, qui a été très utilisé, même si maintenant il a été bien sûr amélioré et qu'il y a un renouvellement de la recherche, mais c'est une bonne base pour analyser les migrations. Et donc l'objectif de son modèle, c'est d'expliquer quels sont les éléments qui entrent en compte dans la prise de décision de la migration. En anglais, push, ça veut dire pousser, et pull, ça veut dire attirer. Donc si on veut traduire en français, on dirait que c'est un modèle attraction-répulsion. L'idée générale de Everett Lee, c'est que les mouvements migratoires procèdent autant du rejet du pays d'origine que de l'attirance pour le pays de destination. Les facteurs pull, donc c'est les facteurs d'attraction, sont ceux qui attirent les migrants vers leur destination et qui expliquent pourquoi ils se rendent à tel endroit plutôt qu'à un autre. Ça peut être les zones d'emploi, la prospérité économique réelle ou imaginée, une zone de sécurité, la présence de membres de la famille ou de la communauté. Les facteurs push sont les facteurs de répulsion, sont ceux qui expliquent le départ d'une personne hors de son lieu d'origine. Les conflits, la famine, l'oppression politique, la misère, tout ça c'est des facteurs de répulsion. Et on estime d'ailleurs que ces push factors, donc ces facteurs de répulsion, sont plus déterminants pour expliquer le départ que les facteurs d'attraction. À ces facteurs donc d'attraction et de répulsion s'ajoute la prise en compte des obstacles potentiellement rencontrés sur la route de la migration et qui peuvent influencer la décision de partir ou pas. Ça peut être le coût, ça peut être les risques. Et donc là, vous avez un petit schéma qui explique tout ce que je viens de dire, qui explique le fonctionnement de ce modèle. Les signes, donc l'origine, les signes plus correspondent aux facteurs attractifs d'un lieu, ceux qui retiennent, qui attirent les individus, et les signes moins, c'est les facteurs répulsifs. Les zéros correspondent aux facteurs auxquels les individus sont indifférents, et sur le chemin de la migration apparaissent des obstacles, c'est ce que vous voyez avec des pics ici, et tous ces facteurs ont un rôle dans le processus de décision d'une migration. Voilà. Le modèle de Lee indique que la migration est sélective, c'est-à-dire que l'âge, le sexe ou la catégorie sociale influencent la probabilité qu'une personne migre ou non. Et ce modèle a vocation à être universel, c'est-à-dire à expliquer aussi bien les migrations internationales que les migrations intérieures d'un pays. Donc voilà, c'est un modèle assez simple finalement, attraction-répulsion, mais qui est assez opérant et qui, même s'il a été renouvelé depuis, c'est bien de connaître à l'origine une des bases solides d'analyse des migrations en géographie. Je vous propose une deuxième théorie qui est celle du capital humain et du capital social. Alors, d'abord, on commence par le capital humain. Le capital humain, c'est, on va dire, une théorie qui a été développée par Gary Becker, qui est un économiste, qui l'a développée en 1994, et qui explique que le capital humain d'un individu, c'est l'ensemble des expériences, connaissances, qualifications qu'il a acquises depuis sa naissance, ce qui lui permet d'être plus productif. Par exemple, l'éducation, c'est vraiment un élément essentiel du capital humain. Et l'augmentation, pour Gary Becker, l'augmentation du capital humain augmente la probabilité de migration. En effet, plus un individu a un niveau élevé de formation, plus il a de chances de migrer, par exemple. Et dans cette théorie, la décision de migrer aurait donc pour objectif de valoriser le capital humain d'un individu. Alors ça, c'est la théorie de base de l'économiste Gary Becker,
La sociologie, elle est venue un peu nuancer cette théorie, ajouter, on va dire, une couche de plus, en montrant que la décision de migration, c'est un arbitrage. L'arbitrage entre la valorisation du capital humain, qui est donc concrètement l'espoir d'obtenir de meilleures conditions de vie, et de l'autre côté, la dégradation du capital social. Le capital social, c'est les liens sociaux, la famille, les amis, les connaissances, et donc la migration entraîne une perte des ressources créées par les liens sociaux. En plus, il faut ajouter le coût psychologique élevé d'une migration, et donc voilà, la décision, c'est un arbitrage entre ces deux, cette valorisation du capital humain et cette dégradation du capital social. Enfin, il faut noter, avec cette notion de capital humain et social, que la migration, c'est rarement une décision individuelle. La famille peut compter sur le migrant pour obtenir des ressources supplémentaires en termes de revenus grâce à des transferts de fonds, par exemple. Il peut y avoir une pression de la famille pour que quelqu'un... Voilà pour les deux modèles théoriques que je voulais vous donner. Il en existe d'autres, bien sûr, et des plus récents, mais je pensais que c'était important de vous donner les bases. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit également pour comprendre un peu les causes des migrations? Vraiment, il y a le contexte de mondialisation, qui est très favorable aux migrations pour plusieurs points. Je vais aller très vite sans détailler, mais comme ça vous donne une idée. L'immigration, donc, favorisée par le contexte de mondialisation, plusieurs raisons. Déjà, la diffusion de l'information. Il existe vraiment une meilleure connaissance des autres endroits du monde. Donc ça peut être une connaissance d'autres espaces qui peut donner envie de s'y rendre, mais aussi ça rend plus visibles les inégalités très fortes entre les différentes régions du monde, qui ne sont pas diminuées par la mondialisation, et qui donc peut entraîner un désir d'améliorer ses conditions de vie, parce qu'il y a une connaissance plus forte de ces inégalités. La mondialisation, c'est aussi une baisse des temps de trajet, avec l'amélioration des moyens de transport. Par exemple, on passe de plusieurs semaines de bateau pour traverser l'Atlantique au 19e à quelques heures d'avion aujourd'hui, donc ça facilite vraiment les migrations internationales. Et la baisse des coûts de trajet qui permettent une plus grande accessibilité à la mobilité. Alors, il faut nuancer, bien sûr, la mondialisation joue un rôle dans l'augmentation des flux humains, mais la mondialisation favorise davantage les flux de capitaux et de marchandises. Et l'accès à la mobilité, c'est en fait un grand facteur de différenciation entre les populations, entre les pays, à l'intérieur des pays. Il y a des inégalités d'accès au déplacement, à la circulation qui sont très fortes. Et enfin, je voulais voir un cas particulier sur les causes des migrations, qui est le cas des réfugiés. Là, ce ne sont pas des migrations choisies, ce sont des migrations forcées. Ce qui est important aussi à voir avec l'idée de réfugié, c'est que c'est un statut qui est officiel, qui est reconnu par la Convention de Genève, signée par la plupart des États, qui date de 1951, avec une définition précise. Un réfugié, c'est une personne qui, en cas de retour dans son pays, craint, donc vous l'avez dit, la définition totale ici, craint avec raison d'être persécuté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à certains groupes sociaux ou de ses opinions politiques, qui se trouvent hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou ne veut, en raison de cette crainte, se réclamer de la protection de ce pays. Il s'agit donc, on l'a dit, de migrations forcées, qui sont les conséquences d'une menace sur l'intégrité des personnes. La reconnaissance du statut de réfugié, elle se fait la plupart du temps suite à une demande d'asile déposée dans un pays d'accueil, après un examen du dossier de la personne et une décision d'un juge. C'est pas automatique, il y a un examen du dossier et une décision d'un juge. Quand une personne est dans une situation similaire, donc une crainte d'être persécutée pour des raisons légitimes, on parle de déplacer. Si la migration, elle est restée intérieure dans le pays. Vous vous rappelez, sur la Syrie, il y avait aussi les déplacés et les migrants internationaux, les réfugiés internationaux. Les chiffres peuvent varier parce que des fois, ils prennent en compte que les réfugiés et parfois les réfugiés et les déplacés. Si on regarde cette carte, vous avez déjà vu, le Haut Commissariat aux réfugiés, c'est le HCR de l'ONU, considère, donc on a dit 26 millions de réfugiés dans le monde, et si on ajoute les déplacés dans leur propre pays, on arrive à 69 millions de personnes en 2017. Ça veut dire 10%, donc pour les réfugiés internationaux, ça veut dire 10% des migrants internationaux qui vivent en grande majorité, pour plus de 80%
dans les pays en développement. Bon, parmi les causes les plus répandues, c'est la guerre. La guerre, elle peut être civile ou elle peut être interétatique, mais de plus en plus aussi les catastrophes climatiques. Et on voit apparaître des expressions comme réfugiés climatiques ou réfugiés environnementaux. Mais ces expressions où il y a réfugiés dedans, en fait, contrairement au terme de réfugié qui est un statut officiel, là, il n'y a aucune réalité juridique quand on parle de réfugiés climatiques. Les raisons climatiques ne sont pas reconnues dans la Convention de Genève, hein, vous avez eu la description, il n'y a pas de question climatique. Et ce terme, il concerne les populations qui doivent fuir leur pays suite, par exemple, au dérèglement climatique. Là, c'est une carte, bon, elle est un peu ancienne, mais elle a les différents risques qui amènent à des déplacements de personnes. Ça peut être la montée des eaux. Les îles du Pacifique sont par exemple menacées d'être submergées. Ça peut être des catastrophes environnementales, des inondations, des tempêtes, ou ça peut être la désertification. Par exemple au Sahel. Vous avez aussi ici les questions de la fonte de la calotte arctique et du pergélisol qui peut avoir des conséquences et des déplacements de population. En termes de chiffres, on estime que ces réfugiés pourraient être 250 millions en 2050. Donc, c'est des chiffres qui sont en augmentation avec l'augmentation des menaces climatiques. Je m'arrête là pour cette vidéo. J'en ferai une dernière avec les deux dernières parties qui sont relativement courtes. Donc,